sur toute notre base client. 80% des employés qui ont utilisé Skello dans leur vie, qui veulent le recommander quand ils vont changer d'établissement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Eliott, qui est le VP Marketing de l'entreprise Skello, une entreprise qui propose des solutions de gestion de collaborateurs. Je vous invite à découvrir tout de suite cette interview. Salut Eliott, ravi de te recevoir aujourd'hui. Tu es le VP Marketing de Skello. Vous êtes une HR Tech, un SaaS du pilotage RH pour les équipes de terrain. Aujourd'hui, vous êtes plus de 250 collaborateurs présents dans 5 pays avec plus de 46 millions d'euros levés. Vous avez une croissance assez impressionnante depuis 2016. Donc vraiment, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous en dire plus sur Skello ? Salut Étienne, ravi de l'invitation. Donc Skello, c'est une solution SaaS, comme tu l'as dit, de pilotage RH pour toutes les équipes qui sont sur le terrain. Donc concrètement, les équipes qui sont sur le terrain, ça va être le restaurateur en bas de la rue, ça va être tous les hôteliers, mais aussi toutes les entreprises de retail, donc tout ce qui est distribution, donc des enseignes comme Intermarché, Auchan, Carrefour, G20, et aussi de la distribution spécialisée, essentiellement de la mode et du luxe. Et depuis le Covid, depuis bientôt 3 ans, depuis 2020 maintenant, on accélère aussi sur le secteur de la santé, donc des entreprises comme des cabinets médicaux, des EHPAD, des centres de soins et des cabinets dentaires notamment. Et toi, juste pour revenir un petit peu sur ton parcours, parce que ça, on s'est connus il y a plusieurs années maintenant. Il y a longtemps. Donc comment t'en es arrivé à piloter la strat marketing de Skello ? Donc aujourd'hui, je suis le VP Marketing, donc on gère tous les enjeux d'acquisition, de growth, de branding, de communication et d'événementiel et de partenariat. Comment ça a commencé ? C'est simple, ça a commencé en 2018. Donc Skello a été créé en 2016. Donc moi j'ai rejoint la boîte 2 ans après la création, juste après la série A. Okay. J'étais la première recrue marketing pour déjà se dire on va tester plein de choses. C'était à cette époque où on avait discuté ensemble. Donc un gros travail sur nos canaux d'acquisition, un gros travail ensuite sur le branding et l'identité de marque, donc toute la plateforme de marque, tout le positionnement, on l'avait taffé en 2019. Et depuis fin 2019, j'ai recruté une équipe. Donc au début on était 2, puis 3, puis 5. Aujourd'hui on est une dizaine en France et aussi en Espagne. On a des bureaux à Barcelone et j'ai une ressource aussi marketing en Espagne. Donc depuis 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, je suis chez Skello et j'ai accompagné, j'ai suivi aussi la croissance de l'entreprise. Quand je suis arrivé, on était 20. Aujourd'hui, on est 250, donc les équipes ont fait x10, plus de x10. Le revenu a fait plus de x10 aussi, ce qui est une bonne chose. Et la présence en fait européenne, aujourd'hui, elle est de plus en plus dense. Donc, comme je te l'ai dit, on est présent en France, en Espagne. On a aussi quelques clients en Allemagne, on a aussi des clients en Suisse et en Belgique. Et nous, vraiment, l'ambition de Skello, c'est de devenir le leader européen du workforce management, donc des solutions qui permettent de beaucoup mieux gérer ces équipes de terrain. Et par rapport au modèle d'affaires de Skello, en fait, est-ce que quand vous êtes arrivé sur le marché, il y avait des solutions qui étaient similaires ou en tout cas concurrentes ? Comment était le terrain quand toi tu as débuté ? Alors, au lancement de Skello en 2016, les concurrents principaux, mais c'est d'ailleurs aujourd'hui toujours nos concurrents principaux, c'est le papier et Excel. Ça reste le cas d'usage premier. Ensuite, depuis une dizaine d'années, tu as des acteurs, des SaaS aussi qui existent. Donc les premiers, c'était aux États-Unis. Le plus gros, c'est When I Work, qui a fait une grosse levée il y a 1 an et demi. Et en Europe aussi, tu as en fait énormément de petits acteurs sur des verticaux, vraiment sur des verticales très spécifiques. Et ensuite, en France, il y a quelques acteurs aussi qui sont sur le marché. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté en fait en termes de... parce que vous avez commencé avec un produit qui était moins robuste et complet qu'aujourd'hui, à la fois en termes, je pense, de cible, mais aussi en termes de fonctionnalité, j'imagine. Quel était le plus gros pain, on va dire, initial des entreprises et votre première target ? Ce qu'ont fait nos cofondatrices, donc Kitri et Emmanuel en 2016, avant de lancer Skello, elles sont allées dans 500 restaurants à Paris et en fait tu discutes avec tous les restaurateurs et en fait la problématique revient tout le temps. C'est une galère, tu fais ça sur du papier, ils le prennent en photo, ils l'échangent sur WhatsApp. La perte de temps énorme. Le planning est plus à jour, la personne qui devait venir le mardi s'est pointée le lundi, j'avais pas capté, bref, galère sans nom. Donc le premier pain point c'était ça, c'était vraiment un logiciel de planning dans la restauration. Ça, c'était la genèse de Skello. Ensuite, on a eu énormément aussi de plus en plus d'inbound qui est rentré, donc des entreprises dans le retail. C'est là où on s'est dit, en fait, la problématique, elle sort de l'hospitality, mais elle est aussi la même dans le retail.
et pendant le Covid, secteur de la santé qui pour nous a été un vrai relais de croissance. Et aujourd'hui, on est une vraie plateforme RH. Donc effectivement, le cœur de Skello, c'est la planification. Donc tu vas dire à quelle heure et à quel jour en fait les salariés, les équipes de ton point de vente et de tes points de vente peuvent venir travailler, tout simplement. Ça reste le cœur de Skello. Et après, autour, tu as énormément de fonctionnalités. Une fois que tu as fait le planning, il faut le mettre au réel. Il faut savoir exactement quelles ont été les heures qui ont été faites dans le point de vente, dans le restaurant, dans la pharmacie. Donc ça, on a un système aussi qui permet d'automatiser la remontée, système de feuilles d'émargement, de badges, exactement. Tu peux savoir à quelle heure sont arrivés et partis tes collaborateurs. Bon, ça, c'est très puissant. Ça t'évite de la ressaisie. Et à la fin du mois, toutes tes données de paye, tu dois faire des fiches de paye. Donc soit tu es équipé d'un outil, Silae, Payfit et plein d'autres. Donc en un clic, tu peux envoyer toutes tes données vers ces outils-là. Soit tu travailles avec un comptable et on exporte un fichier pour ton comptable et lui, après, il n'a plus qu'à le retraiter pour générer les fiches de paye. Donc ça, c'est une fois que le travail a été fait. Et aussi, tu as toute une partie sur l'analytics, en fait, de comprendre exactement quelles sont les données de tes points de vente, comment tu dois optimiser ta masse salariale. Peut-être qu'il y a des jours où en fait, tu penses qu'il faut être 10, mais in fine, tu as besoin que de 8 personnes. Donc nous, on est là aussi pour aider en fait, les managers à piloter au mieux leurs équipes et au mieux leurs points de vente. Ça, c'est vraiment la mission aussi qu'on se fixe. Et tu as toute une partie gestion des documents. Tu vois, tu as un avenant, tu as un contrat, tu as des choses à signer. Bah, on stocke aussi tout ça dans la plateforme. Et pour les employés, bah, ça leur change la vie parce que tu as une appli mobile, tu as tes notifications quand tu as un nouveau planning, tu peux récupérer tous tes documents, tu peux faire tes demandes de congé, tes demandes d'absence. Donc en fait, ça libère du temps à la fois pour les managers, donc pour les équipes dirigeantes en fait, qui vont installer, qui vont déployer Skello. Mais il ne faut pas oublier que les utilisateurs finaux de Skello, ce sont aussi les 200 000 employés qui travaillent. Ça améliore l'expérience collaborateur. Exactement. À mort. Et vu le contexte aujourd'hui, tu vois, tu peux demander à n'importe quel restaurant, à n'importe quel commerce, il va te dire il y a une vraie rotation sur les talents, on n'arrive pas à les fidéliser. Bah, avec des outils comme cela, nous, mais aussi plein d'autres, ça permet effectivement de mieux déjà avoir une vue d'ensemble sur son business et surtout pour ses employés de les fidéliser et de les garder un maximum de temps. Et vous avez des stats là-dessus, vous arrivez à dire tiens, ça aide à fidéliser tant de pourcents de plus que sans outils? On a fait une grosse enquête en 2022 sur toute notre base client. Tu as 8 clients, donc 8 employés sur 10, 80% des employés qui ont utilisé Skello dans leur vie, qui veulent le recommander quand ils vont changer d'établissement. Donc ça fait vraiment partie des éléments presque de marque employeur en fait, pour nos clients. Donc ça, c'est hyper important. Et du point de vue des managers, là, on va compter en heures. On va leur faire gagner 30 heures par mois, plus de 30 heures par mois dans la gestion de leur commerce. Donc le ROI est… Quasiment, média, tu peux rentabiliser ça en un mois, c'est quasiment instantané. Ouais. Et je voulais juste revenir sur comment vous êtes arrivé, parce que du coup vous avez vraiment commencé sur la gestion des plannings. Exact. Toi, niveau marketing, c'est facile, enfin entre guillemets c'est plus facile, tu as un produit à marketer. Aujourd'hui tu en as plein. Ouais. En fait, à quel moment, comment vous travaillez sur, tiens, il y a besoin d'une feature et je la sors. Est-ce que c'est tu as un feedback utilisateur? Est-ce que tu as un process là-dessus pour dire bon bah faut qu'on sorte un produit tous les X mois? Et toi, côté marketing, quelle est la traduction de cette sortie produit dans ta stratégie? Est-ce que tu te dis bon bah je fais des campagnes dédiées à ça maintenant, je communique différemment en global? Comment tu gères cette complexité en fait? Là, c'est clairement du product marketing. Donc, on n'a pas une roadmap où on se dit tous les mois on doit sortir tant de features, mais ça va être vraiment en fonction des besoins, en fonction du contexte, en fonction des opportunités aussi qu'on va détecter, sur lesquelles derrière on va pouvoir développer des innovations. Je te prends un exemple. L'année dernière, on s'est adossé à un acteur de la e-signature qui s'appelle YouSign, et ça nous a permis en un temps record, en quelques jours, quelques semaines, de mettre à disposition une fonction, une vraie fonctionnalité pour nos clients qui permet de signer en fait toutes les feuilles d'heure. Ça, c'est une obligation légale. Avant, ils le faisaient à la mano. Ils imprimaient les feuilles d'heure et ils couraient après les employés pour pouvoir les faire signer. Là, directement depuis la plateforme, tu peux faire signer ça. Comment on a détecté l'opportunité? On utilise un outil qui s'appelle Product Board qui permet d'avoir en fait toutes les remontées produits de nos clients, de nos équipes aussi. On a une grosse équipe Customer Experience qui permet d'avoir un lien quotidien avec tous nos clients. C'est comme ça en fait qu'on va aussi itérer en fonction des remontées, en fonction du type d'importance de remontée qu'on peut avoir et en fonction d'opportunités qu'on va détecter. Et une fois qu'on a lancé le développement de la feature, on conçoit ce qu'on appelle le go-to-market, donc avec les équipes de product marketing,
pour justement se dire quelle est la cible, qui sont nos personas, qui sont les buyer personas, qui sont les user personas, parfois ce ne sont pas les mêmes. Et derrière, tu as toute une stratégie d'activation, donc quels canaux on va utiliser, comment on va diffuser la nouveauté à nos clients, comment on va diffuser la nouveauté à nos prospects, comment on va diffuser la nouveauté à des personnes avec qui on était en interaction, mais à l'époque on n'avait pas cette feature-là, donc on n'avait pas pu conclure la vente et on n'avait pas pu conclure le déploiement de Scalo. Bon bah ça c'est une mécanique, c'est un flow en fait qu'on va réussir à mettre en place aujourd'hui pour se dire on a la connaissance, tu vois, on a bientôt 7 ans, donc on a quand même eu énormément de touchpoints, énormément d'interactions avec des clients ou même d'anciens clients ou des prospects, et ensuite on va vraiment déployer les bons canaux. Donc quand on fait de l'acquisition, si on parle vraiment haut du funnel, soit tu peux arriver avec de la feature, donc ce que tu disais tout à l'heure, quand on était un logiciel de planning, tu faisais du search, tu achetais des keywords sur solution planning plus le nom de la verticale, c'est assez classique. Là aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Quand on sort une fonctionnalité de e-signature, déjà tu as un gros backlog de clients, tu as des notes, on sait que c'est un besoin qui était quand même assez récurrent et qui revenait très souvent dans les demandes que nous pouvaient nous faire nos clients. Et ça, en fait, ces gens-là, on les adresse par du push, par de l'emailing et par du display. Mais pour autant, est-ce que c'est intéressant pour toi de rentrer par de la signature ou quand même de pousser maintenant ton offre globale finalement qui est quasiment une plateforme d'expérience collaborateur au global. Enfin, en tout cas, est-ce que ça te permet d'aller chercher des clients de plus grande taille, un type enterprise entre guillemets, que tu ne pouvais peut-être pas adresser avant également? Totalement. La proposition de valeur, elle est globale. Donc, si tu veux la fonctionnalité de e-signature, tu dois souscrire à Scalo. Tu vois, c'est pas en standalone. Okay. Donc, ça nous permet effectivement d'avoir des arguments complémentaires, d'avoir une proposition de valeur en fait qui est plus forte et qui permet d'accélérer sur certaines cibles. Alors, sur le cas spécifique de la e-signature, ça peut intéresser énormément aussi de comptes beaucoup plus structurés. Tu vois, quand tu as 20, 50, 500 établissements, a priori, c'est la même tannée que quand on a un seul, multiplié par le nombre d'établissements que tu as. Donc effectivement, ça, à chaque fois qu'on va enrichir en fait tout le panel d'offres et tout le panel de fonctionnalités que tu peux avoir dans Scalo, nous derrière, on va activer ça pour faire de l'acquisition, mais aussi pour faire de la fidélisation et de l'upsell. Tu le sais mieux que moi, mais sur la base client, on a quand même déjà un pied d'entrée chez eux qui est beaucoup plus fort. C'est plus facile de convertir un déjà client en lui disant « Regarde, on a une nouvelle fonctionnalité, on a une innovation qui va te permettre de mieux gérer en fait ton équipe ». Bon, on a déjà le lien privilégié avec eux. Donc ça aussi, c'est vraiment une façon de faire qu'on a accéléré depuis 1 an et demi. On a bien structuré vraiment l'équipe Product Marketing. On avait fait plein de tests. On s'était dit, est-ce qu'on le met rattaché au marketing directement? Est-ce qu'on le met rattaché au produit? Honnêtement, là, ça fonctionne hyper bien depuis 1 an, depuis qu'on a fait le switch côté produit. Donc en fait, les PMM, les Product Marketing Managers, sont intégrés à l'équipe produit, mais sont très connectés au business, connectés au marketing. On les voit tous les jours, on échange tous les jours avec eux. Et ce qui compte, c'est vraiment d'être en lien avec tes équipes revenus, donc les gens qui vont chercher du nouveau business, mais surtout aussi les équipes clients, en fait, les gens qui interagissent au quotidien avec nos clients, qui vont former les clients. Customer experience du coup. Exactement. Okay. En fait, tu as l'onboarding. Donc, tu viens de souscrire à Scalo. On va te faire un tour de la plateforme. On va te faire comprendre exactement la valeur que tu peux en retirer. Si tu es en autonomie sur la plateforme, tu vas très bien comprendre hyper vite comment faire un planning. En revanche, il y a des subtilités où tu vas te dire, bon bah là, en fait, effectivement, si je passe un peu de temps à maîtriser le fonctionnement de cette fonctionnalité en particulier, derrière, ça va me faire gagner un temps de dingue. Donc, notamment, c'est ici où on appuie lors de la phase d'onboarding. Et ensuite, dans la vie du client, on a des opportunités d'upsell. L'exemple que je peux te citer, c'est tu souscris à Scalo sur une des 3 offres qu'on propose sans la badgeuse. Donc la badgeuse, c'est sur tablette. Très vite, en fait, tu vas te rendre compte que ça prend énormément de temps de te dire à quelle heure tu es arrivé. Tu mets au réel ça dans la plateforme. Le mois d'après, on peut te dire, attends, on a vu que tu as passé quand même 2h30 sur de la ressaisie chaque semaine. Déploie la badgeuse, tu verras, ça va se faire instantanément et automatiquement et tu vas gagner en fiabilité et en sérénité. Donc en fait, aujourd'hui, le marketing et le product marketing permet d'aller beaucoup plus loin dans le funnel et beaucoup plus loin en fait dans ta customer journée. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand on parlait de growth, c'était très haut du funnel, c'est très acquisition et ça pouvait très vite être traduction de tu fais du Facebook Ads, du Google Ads, tu optimises ton SEO, tu optimises ton website et au revoir. Là aujourd'hui, pour moi, les métiers du marketing évoluent évidemment tout le temps, mais on va beaucoup plus loin en fait dans la customer journée et quand on sort une fonctionnalité, effectivement, ça va nous servir à générer plus de leads en haut du funnel, mais ça va aussi et surtout nous générer plus d'upsell en fait sur une base client existante.
Aussi parce que tu as beaucoup de clients aujourd'hui et que peut-être que ta stratégie, c'est davantage tourner naturellement vers aussi votre base client installée, dans le sens où c'est là où tu as les plus grosses opportunités, en tout cas une grosse opportunité de croissance sur cette base-là également, quoi. Évidemment, quand tu as 10 000 clients et 200 000 utilisateurs, tu peux quand même te permettre Ouais. d'aller chercher justement de l'adoption, de la fidélisation et générer plus de revenus. Quand tu commences, évidemment, tu as tout intérêt à te focus sur de l'acquisition Ouais. et avant même l'acquisition, à te focus sur ton product market fit, ce qui est quand même indispensable aujourd'hui. Et ça, comment tu arrives justement à le voir en termes de pourcentage parce que tu as, des marchés où tu es plus mature que Ouais. d'autres. Tu vois, typiquement, vous avez élargi votre cible, mais à quel moment tu te dis, tiens, mais en fait, j'ai encore énormément à faire en acquise en France VS, tu vois, justement en adoption et en upsell. Est-ce que tu as des sortes de benchmarks enfin, ouais, comment tu fais à ce niveau-là? Sur la France, qui est notre marché le plus mature, celui qu'on a lancé depuis 7 ans, aujourd'hui, tu as à peu près 60-70% des actions qui sont donc actions marketing qui sont focalisées sur de l'acquisition et de plus en plus 20, puis 30 et bientôt 40% sur des actions d'adoption et de génération d'upsell en fait. Sur un marché plus naissant pour nous comme l'Espagne, bon, bah là on est quand même beaucoup plus focus sur de l'acquisition pure, donc on va être à 95% sur des actions vraiment d'acquisition de nouveaux clients et ensuite sur la base de clients qui quand même grossit très vite, on va de plus en plus avoir des actions aussi d'adoption et faire en sorte que nos fonctionnalités soient de plus en plus utilisées. Et juste sur ton go-to-market, Ouais. c'est tes équipes revenus ou justement tes PMM, c'est ça? Ouais. Qui sont honneurs de ça. Alors sur la Les deux. partie go-to-market, c'est Ouais. lead PMM, product Ok. marketing. Ok. Et après, tu as des contributeurs qui sont essentiels dans la conception de la stratégie de go-to-market. Donc si on s'adresse sur du small et medium business, va être nos équipes, enfin, c'est sur nos équipes revenus SMB. Si on conçoit une feature qui a une portée quand même beaucoup plus ou une offre beaucoup plus pour les grands comptes, là on va inclure évidemment les bonnes équipes. Et quand on va penser une fonctionnalité avant tout pour des clients existants, pour une typologie de clients existants, là on s'appuie effectivement sur l'équipe Customer Experience. D'accord, ok, intéressant. Ouais, vous avez segmenté votre base client aussi par taille, c'est ça? Ouais. Vous avez à la fois des tailles et c'est des tailles de réseau en fait, c'est plutôt ça, non? En fait, tu as donc, tout ce qu'on appelle le SMB, donc Small Medium Business, c'est quand tu as moins de 25 établissements. Ok, Donc ça laisse quand même un peu de marge. Et après, bon, en fait, c'est du mid-market, tu es entre 25 et 500 points de vente. ok. Et au-dessus de, t'es en enterprise. Et après, tu es enterprise. Donc, en fait, la capacité de Scalo, c'est à la fois, tu peux répondre hyper bien à un restaurateur qui a un seul restaurant ou un pharmacien qui a une seule officine, mais tu peux aussi équiper, et c'est ce qu'on fait, on équipe Starbucks. Tous les Starbucks en France ont Scalo pour gérer leur personnel. Le groupe Bertrand, on a aussi Ouais, un accord avec Carrefour. Bureau, etc. Exactement. Ouais. Donc toute la complexité, en fait, on la gère dans l'outil. En revanche, ce qui va changer, c'est la stratégie d'expansion et la stratégie de conquête. Tu vas pas aller chercher du SMB de la même manière que tu vas aller chercher un grand compte, un compte enterprise. Bien sûr. Les durées de vie, enfin les durées de négociation et le temps en fait de commercialisation d'un produit comme Scalo sur du grand compte, c'est beaucoup plus long que sur un compte indépendant. Ça se compte en jours sur de l'indépendant, enfin sur du SMB, et ça se compte en mois sur des gros comptes, sur des très gros comptes avec lesquels on peut discuter pendant des mois. Tu as 15 interlocuteurs différents, donc c'est quand même pas la même approche. Et aujourd'hui, tu as des objectifs pour chacune de ces catégories et des honneurs à chaque fois. Donc, tu as des équipes dédiées, des managers, des directeurs, j'imagine. Tu as des objectifs à chaque fois pour chacune de ces catégories. Tous les ans, j'imagine, voilà, toutes ces catégories ont leur propre objectif, c'est ça? Côté revenu acquisition, on a un objectif de MRR, donc Ok. de générer du revenu mensuel récurrent sur les verticales et sur les tailles Ok. d'entreprises qu'on a citées. Côté marketing aujourd'hui, on n'est pas encore très mature sur de l'account-based marketing, de l'ABM. Aujourd'hui, ce sont les équipes globales qui bossent aussi sur des stratégies d'ABM. Ok. Ok. Mais c'est encore assez balbutiant chez nous. Ok. On lance pas mal de tests aujourd'hui. J'ai pas la prétention de te dire qu'on a masterisé le sujet, loin de là. Ouais. Ok. Donc en fait, vous avez des directions de chaque verticale ou pas spécialement? C'est une très bonne question et c'est exactement les questions qu'on est en train de se poser. Dans quelle mesure tu dois spécialiser ton approche, dans quelle mesure tu dois localiser ton marketing? Bon, sur une question géographique,
aucune question à se poser. Tu fais pas du marketing de la même façon en Allemagne qu'en Espagne. C'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes us et coutumes. Donc c'est pour ça que très vite en fait j'ai voulu avoir des ressources locales. Donc on a des commerciaux espagnols qui vendent sur le marché espagnol, on a une ressource marketing espagnole qui est vraiment sur place, qui est une espagnole et qui connaît très bien le marché. Donc ça c'est indispensable. Tu dois localiser ton approche de façon très précise. Maintenant ta question sur est-ce qu'on doit aller très loin sur la personnalisation des approches sectorielles, tout dépend. La taille aussi de ton secteur potentiellement. Ça dépend effectivement de la taille du potentiel de marché. Je pense qu'en fait, dans un niveau 1, si tu segmentes un peu les actions qu'on a pu faire, nous, ce qu'on avait fait très tôt, c'était quand même de localiser l'approche sur du contenu. C'est-à-dire qu'un pharmacien aujourd'hui, oui, in fine, il a les mêmes problématiques de staffing, de rétention de ses collaborateurs et de faire en sorte que ça fonctionne bien dans son établissement. En revanche, il n'a pas le même quotidien qu'un restaurateur, il n'a pas le même quotidien qu'un hôtelier. Donc en fait, tu dois te dire, je dois connaître mon marché. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas les voir, tu descends. Nous, on a la chance à Paris d'être en plein cœur de Paris, avec toutes nos équipes qui ne sont pas en lien directement avec des clients tous les jours, des développeurs, la finance, les RH, certaines équipes côté produits et tech. On essaye une fois par trimestre de faire un événement pour aller en fait au contact de nos clients, d'aller voir des pharmaciens in situ. Tu vois, comment Skello est utilisé dans une pharmacie, comment Skello est utilisé dans la restauration. Et en fait, tu vas te rendre compte de plein de choses qu'on n'avait peut-être pas forcément prévues initialement et qui vont permettre vraiment de aussi adapter nos stratégies et adapter peut-être les canaux, adapter les messages. Donc pour revenir à ta question, ce qu'on a fait très tôt dans l'histoire de Skello, sur du SMB, donc sur du compte small et medium, on avait fait des landing pages, on avait fait du contenu spécifique, mais l'approche marketing en tant que telle, on avait les mêmes canaux, on avait la même stratégie. Donc ce qui changeait, c'était le contenu et la connaissance du client et du marché. En revanche, la stratégie un peu high level était la même. Ouais, parce que vous avez vraiment vous cette particularité d'avoir cette complexité vous avez énormément de cibles différentes, de tailles différentes, et en plus vous avez des marchés différents. Donc ça demande, j'imagine, une certaine organisation en interne. Et toi, qui as vu tout ce développement-là, est-ce que tu as des insights sur à quel moment faire quel move structurel? Est-ce que ton approche c'est tiens, en fait, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui a déjà l'expertise ailleurs de tel canot, de tel levier, de tel pays, et je le catapulte chez moi parce qu'en fait, je sais que j'ai un besoin en 3 à 6 mois. Est-ce que c'est plus organiquement de l'interne, tu te dis non, bah là, je bloque à un sujet où il faut que j'aille plus vite et donc et c'est ça qui te fait déclencher un recrutement. Comment tu dis tiens là j'ai besoin d'une ressource différente, j'ai besoin de structurer différemment parce que c'est des questions qu'on se pose tous au quotidien. Mais est-ce que tu as craqué le truc en termes de workflow sur quand est-ce que je fais quel move en fait de recrutement typiquement? Alors, craquer le truc, je ne sais pas. En revanche, pour tes premiers recrutements, ce qui est certain, c'est d'avoir des personnes assez 360 qui peuvent faire quand même énormément de choses. Il ne faut pas vouloir spécialiser trop tôt et trop vite. C'est une erreur. Au début, il faut vraiment être dans une logique de tu vas tester plein de choses. Tu sais qu'il y a plein d'opportunités, il y a des canaux, il y a des façons de faire. Tu peux avoir aussi énormément d'actions qui peuvent être contre-intuitives. Mais nous, par exemple, chez Skello, le offline, donc des salons professionnels, du parrainage, ça c'est des choses qui, intrinsèquement dans l'histoire de la boîte, nous ont apporté très vite et très tôt une légitimité, une crédibilité, d'avoir accès à des cibles qu'on n'arrivait pas à toucher en online. Quand tu fais des salons comme le CIRA, qui est le mondial de l'hôtellerie et la restauration, qui a lieu tous les 2 ans à Lyon, dans les allées, tu as 200 000 visiteurs, et 200 000 visiteurs professionnels. Avant de pouvoir toucher ça quand tu es une petite start-up, faut y aller, tu vois. Ouais. Donc en fait, quand tu as un salon, surtout sur du B2B, et que tu es un SaaS, donc que tu es en fait finalement immatériel, ça te permet aussi de concrétiser, tu vois. Et nous, à l'époque, les premiers salons qu'on faisait, c'était « Ah, mais vous êtes nombreux, ah, mais c'est super de vous voir dans les allées, etc. » Et maintenant, on continue à en faire, évidemment, dans une logique beaucoup plus aussi de conquête, de partenariat, d'aller s'adosser aussi avec d'autres acteurs pour nouer des accords qui vont être hyper intéressants et des offres en fait communes qui vont apporter un maximum de valeur à nos clients. Mais honnêtement, les salons, moi, c'est vraiment chez Skello où j'ai vu en fait la force que ça pouvait avoir. Et donc pour ça, si tu prends quelqu'un qui est trop spécialisé au début, tu vois, si tu prends quelqu'un qui a fait que du web marketing et qui connaît que de la growth, etc., faut que la personne soit quand même OK de se dire, en fait, tu vas passer des journées à organiser des salons, à être avec tes commerciaux. Donc, faut quand même trouver des personnes, au début en tout cas,
qui ont cette volonté, cette capacité de pouvoir passer d'un sujet à l'autre, pas forcément de le maîtriser en profondeur absolue, mais de quand même comprendre les enjeux et de détecter les opportunités. Et ensuite, la bascule, moi, elle s'est faite au bout d'un an, mais je pense pas que ça corresponde à une durée temporelle. C'est en fait plus une opportunité de marché et quand tu sens que tu as une forte traction. Les premiers métiers que j'ai recrutés dans mon équipe et que j'ai internalisés, ça a été de la production de contenu. La production de contenu, c'est quand même clé. Ça permet à la fois pour le SEO, tu le sais mieux que moi, de générer énormément d'opportunités et de visibilité. Donc plus tôt tu lances cette stratégie, plus tu vas récolter les fruits rapidement. Et qui mieux qu'une ressource interne peut produire du contenu. Aujourd'hui, bon là on est début 2023, tu as vu tout ce qui se passe avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle. C'est bluffant, honnêtement ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une claque technologique comme ça. Mais c'est que le début, donc tu peux pas encore te dire, peut-être qu'un jour le métier de content manager, en tout cas de copywriter pour produire du contenu marketing va disparaître, peut-être, je ne sais pas. En revanche, c'est hyper important d'avoir cette ressource internalisée car tu as accès à tes clients, tu as accès à tes équipes, tu peux faire des shadows, tu peux accompagner tes équipes commerciales sur le terrain, tu peux rencontrer tes prospects, tu peux rencontrer tes clients, tu peux interagir avec les équipes qui conçoivent le produit. Et ça, quand tu l'externalises, pour tester au début, c'est bien, mais tu n'auras jamais cette force-là. Donc pour moi, une fois que tu as détecté ça, tu peux commencer à internaliser. Les métiers du pilotage, de la growth, bon bah pareil, chez Junto à l'époque, on avait pas mal parlé et tu nous avais accompagnés pendant une époque chez Skello. D'ailleurs, pendant le Covid, c'était Junto qui nous accompagnait. Mais très vite aussi, tu sens que tu peux aller plus loin en ayant une ressource intégrée full-time. Et c'est vrai que notre premier growth manager, on a eu un vrai avant-après. Et dans des moments où tu as besoin d'accélérer, tu peux, je pense que tu as tout intérêt. Après, c'est intéressant, toi, tu as réussi aussi à convaincre en termes de ressources internes, parce que le contenu, c'est effectivement un long game, entre guillemets, mais je suis totalement d'accord avec toi en termes de retour et de finesse, c'est hyper important. Mais tu as réussi à convaincre en interne, par exemple, sur ce type de levier-là, en tout cas, si on parle de SEO, par exemple, de directement dédier une ressource assez tôt, parce que c'est un investissement que tu fais sur 24 mois, 36 mois. J'ai réussi à convaincre car je l'avais vécu dans mon ancienne boîte. Et j'avais vu que le contenu peut générer une partie énorme de ton business. Alors c'était des verticales plus B2C, mais sur des sites d'intermédiation, de mise en relation entre des particuliers et des professionnels, sur le secteur comme du bâtiment, la rénovation, si tu veux refaire ta salle de bain, ton salon, etc., tu peux générer 70-80% de ton acquisition de leads en SEO, ce qui était énormissime. Donc en fait, une fois que tu l'as vu sur un marché, tu te dis, je pense qu'on a la capacité de le reproduire, évidemment différemment, hein. Tu ne fais pas les mêmes actions et tu ne produis pas le même type de contenu, mais ça aussi, il y a énormément de ponts à faire et tu vois, de désiloter à fond, des stratégies B2C de croissance, tu vois, hyper rapide, sur de l'adoption, sur, tu vois, ce que je regarde beaucoup en ce moment, c'est les apps B2C. BeReal en un an, donc l'été dernier, l'été 2022, qui fait un carton aux US. Là, tu regardes la courbe qui descend hyper vite. En fait, c'est des comportements qui sont dingues sur du B2C consumer, vraiment des apps. Tu peux te dire, mais en B2B, pour le coup, sur du SaaS, sur du tool en fait professionnel, on a des enjeux, tu vois, d'avoir des codes promo, d'avoir des systèmes de viralisation, des systèmes de gamification. Je pense que ça, c'est aussi une des clés qu'on essaye de plus en plus d'injecter pour se dire on a 200 000 employés tous les jours qui utilisent Skello. L'app mobile, ça doit devenir un canal beaucoup plus fort pour nous et on doit pouvoir envoyer des stories, on doit pouvoir créer en fait une vraie expérience d'utilisation de l'appli beaucoup plus forte et gommer vraiment ce truc mental où tu te dis on fait du marketing B2B, donc ça doit être austère, donc ça doit être pas sexy. Bah non, en fait, c'est un peu tout l'inverse, tu vois. Et ça, en bossant avec des gens qui ont bossé qui ont un background B2C, je trouve que c'est une approche qui est intéressante, tout en évidemment adaptant à ton marché, à tes objectifs et à ce que tu dois faire, quoi. Ouais, t'aimes bien casser un peu les codes regarder, t'inspirer du B2C, casser les codes B2B ou les barrières B2C, et je suis totalement d'accord avec toi pour aller chercher des opportunités de croissance, surtout que vous avez une grosse base installée aujourd'hui, quoi. Totalement. Mais au-delà, tu vois, de B2B, B2C et ces silos, je pense qu'il y a un énorme enjeu en interne quand tu grossis très vite. Tu vois, moi quand je suis arrivé, on était 20 chez Skello. On est 250 aujourd'hui. C'est pas assez, mais ça change tout. En un an, on est passé de 120 à 240, on a fait x2. On n'est pas du tout une multinationale et on n'a pas des milliers de collaborateurs, mais tu sens quand même à un moment cette latence s'installer.
Bien sûr. te connectes à des meetings, t'as 12 personnes, t'es là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On est en train de devenir ce qu'on ne veut pas être. Et on a essayé, enfin en tout cas, tu vois, en fin d'année, on s'est dit, attends, on va essayer quand même de rationaliser les choses. La force des modèles comme Scalo, c'est quand même des entreprises en hyper croissance. Toute cette logique de MVP, tu vois, de minimum viable product, faut lancer des choses, faut itérer. Alors oui, tout ne peut pas être adressé en MVP, mais il y a quand même énormément d'actions que tu peux déployer assez rapidement et ensuite tu vas itérer, tu vas expérimenter. Et ça, c'est une approche aussi qui est très growth. Mais par exemple, sur des canaux d'acquisition, c'est un truc qui se fait depuis très très longtemps. Mais tu peux le faire aussi sur de la brand, tu peux le faire aussi sur du contenu, tu peux le faire sur des RP, tu peux le faire sur plein de choses. Alors, aujourd'hui, quels sont tes tes top line, enfin tes gros objectifs entre guillemets à l'année chez Scalo? La North Star, évidemment, c'est le MRR. Donc, Ok. combien de nouveaux MRR on va générer. Ok. Et ensuite, ça se décompose. Donc, combien de MQL, de Marketing Qualified Lead, on doit générer. Ok. Un taux de conversion cible de MQL à SQL, donc à une vraie opportunité sales. Et ensuite, tu as d'autres enjeux, des enjeux aussi sur la marque qui sont hyper importants. On va traquer une des North Star aussi qu'on a au marketing, ça va être vraiment de traquer les requêtes autour de la marque. Intéressant. Est-ce que la marque Scalo est de plus en plus recherchée? Et on trouve que c'est la North Star qui incarne en fait les enjeux, enfin toutes les actions que les équipes growth peuvent déployer, les actions de branding, de communication, de relations presse aussi, et tout ce qui se passe d'un point de vue partenariat et événementiel. Donc ça, c'est vraiment la métrique qu'on regarde. Enfin, c'est pas une métrique, c'est plus un indicateur qu'on va suivre au quotidien pour se dire on va dans la bonne direction ou pas. Et ensuite, sur le revenu en tant que tel, c'est du MRR. Et l'upsell MRR aussi ou Ouais. Ok. En fait, dans ton MRR, tu as un breakdown sur du new MRR pur sur des nouveaux clients, donc quelqu'un qui n'avait jamais été en contact avec nous, et aussi de plus en plus une part sur la base existante, parce que comme tu l'as compris, plus la base grossit, plus on a des opportunités business de MRR là-dessus. Et après, tout ce qui est LTV par exemple, justement c'est la Customer XP. Alors c'est c'est un des gros objectifs de l'équipe Customer Success sur le NPS, sur évidemment la LTV et faire en sorte que nos clients restent le plus longtemps possible et soient le plus satisfaits possible. Nous, on va vraiment être aussi hyper vigilants sur les notions de CAC et les ratios de CAC LTV pour se dire est-ce que quand on investit 1 euro, 10 euros, 100 euros d'investissement publicitaire, derrière on génère beaucoup plus. Mais ça tu le vois à l'année, par exemple sur tes enterprise ça va être compliqué à... Sur les comptes d'enterprise c'est plus long, mais sur du SMB on peut le calculer de mois en mois. Ok, ok. Je vais revenir juste sur tes canaux. Aujourd'hui, quelle est un peu dans les grandes lignes ta répartition online, offline? Tu parlais justement de salon. Ouais. Comment tu vois, et brand aussi, et tout ce Ouais. que tu fais en RP. Comment est-ce que tu segmentes un peu tout ça Tu as un client sur deux qui vient de l'inbound, Ok, donc de l'entrant sur le site internet. Donc ça veut dire que tu as un client sur deux qui vient du sortant. Donc des salons et surtout nos commerciaux qui font énormément d'actions sortantes. parce que vous avez combien de commerciaux actuellement? À 80. 80 Ouais. sur 200, donc vous avez Ouais. quoi trop T'as 30%, un tiers. grosso modo, ouais. Tu as un tiers d'équipes qui vont chercher du nouveau business, tu as un tiers des équipes qui vont faire en sorte qu'on fidélise et qu'on propose un maximum de valeur à nos clients, et puis tu as un tiers des équipes qui vont être les équipes produits, les équipes techniques, marketing et toutes les équipes transverses. Vous êtes aujourd'hui très optimisé, enfin en tout cas vous êtes, on peut toujours faire mieux, mais un 50-50, souvent c'est un peu ce qu'on, enfin je sais pas s'il y a un bon métrique, je pense que ça dépend aussi des pays dans lesquels tu es, des services, etc. Mais en tout cas, t'as quand même une bonne partie qui vient à la fois de l'offline et à la fois de l'inbound, quoi. C'est tout l'enjeu aussi de l'évolution de la structure de Scalo, c'est de se dire une boîte qui est très 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 sales-led dans sa création, c'était Oui, c'est vrai que c'était- 90-95% d'outbound en 2018, donc de plus en plus tu as de l'inbound qui rentre, c'est de l'incrémental. Évidemment ton outbound continue d'augmenter, en plus tu rajoutes l'inbound, donc ça c'est canon. Là le gros enjeu qu'on va essayer d'adresser, c'est le self-service. Comment on arrive de plus en J'allais t'en plus parler, ouais. à onboarder des clients en autonomie sur la plateforme. Alors c'est un gros changement de mindset, hein. Quand ta boîte elle est sales-led, tu deviens pas du jour au lendemain product-led, tu deviendras pas d'ailleurs product-led, hein. Tu vas devenir du product sales growth, donc c'est là où ça devient hyper intéressant. Tu mixes en fait tout l'apport que peut te faire ce parcours en autonomie, mais là aujourd'hui en fait le self-service en tant que tel, tu peux pas créer la même expérience que tu crées quand tu es en interaction avec nos équipes, quand tu te fais onboarder. Donc tout l'enjeu c'est de se dire comment tu vas arriver petit à petit à créer l'expérience Scalo qui va être la plus optimale possible de façon autonome.
Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on n'y est pas encore. Donc ce qu'on fait, c'est que le self-service, ça permet d'aller adresser des personnes avec lesquelles on ne rentrait pas en interaction avant. Quand on a sorti les premières versions du self-service il y a 1 an, c'était en plein Covid encore, hein, il y avait les pharmaciens passaient leur journée à faire des tests PCR. Le premier client qui s'est onboardé tout seul sur Skello, c'est un pharmacien un soir à 22h30. Et nous, on l'appelait, on lui envoyait des mails, mais la journée, il n'était pas du tout dispo. Donc ça, c'est pour te montrer qu'en fait, on va aller adresser une part de business qu'on n'arrivait pas à adresser jusqu'à maintenant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va systématiquement assister, donc on va systématiquement accompagner en fait nos clients qui rentrent par ce canal. Ok. Et est-ce que vous dites là, c'est pour les plus petits clients, entre guillemets, vous voulez qu'ils soient entièrement gérés, automatiquement, en tout cas À terme, ça peut être une option. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, dès que tu as plus de 5 ou de 10 établissements, on va évidemment te recontacter. Enfin, de toute façon, on recontacte tout le monde aujourd'hui. Mais l'idée à terme, oui, c'est que tu aies de plus en plus de clients sur lesquels tu pourras avoir une expérience satisfaisante qui pourront aller s'onboarder. Et si tu pousses la logique là-dedans, tous vos touchpoints, vos data points produits pourront également servir à aller encore plus loin dans pousser des options, par exemple, à vos clients, mais de manière automatisée également, j'imagine, où là, comme tu disais, tous les mois, par exemple, tu peux rajouter une badgeuse ou en tout cas, tu peux avoir des services en plus, des produits en plus, mais demain, peut-être qu'une partie de ça sera également automatisée, quoi. C'est le nerf de la guerre, la data. C'est ce qu'on offre aussi à nos clients, d'avoir une meilleure visibilité de leurs données et essayer de les synthétiser, de les vulgariser pour prendre les meilleures décisions. Mais en tant que boîte, on doit faire la même chose. Donc tu as totalement raison. Toutes les actions aujourd'hui du produit vont remonter dans une data warehouse et nous, derrière, ça nous permet de créer des audiences, d'aller les recibler. Et ça, quand on arrive à faire ça, bon, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a une super équipe data à la fois côté tech et à la fois côté business intelligence. Mais ça, j'en rêvais il y a 4 ans. Aujourd'hui, on l'a. Tu vois, tu as Looker qui est surpuissant, tu peux croiser toutes tes sources de données. Enfin, c'est dingue. Vraiment, c'est là où tu rentres dans un niveau d'analyse et de stratégie qui devient hyper fin. Et là, tu as quoi comme CRM ? On a HubSpot Marketing pour nos actions inbound et ensuite nos commerciaux et les équipes revenus sont sur Salesforce. Ok. Et après, tu peux faire des liens aussi entre ta data vise et tes events, enfin justement tes bases de données. Est-ce que tu fais en market via comment tu connectes tout ça Tout remonte. Tout va dans Snowflake, qui est notre data warehouse. Donc tu as les régies qui remontent, tu as le website, donc toutes les données comportementales du site internet, les événements offline. Quand nos commerciaux font des ventes, c'est en visio, c'est par téléphone. Donc tout ça, on le log et ça permet ensuite d'avoir une vie globale. Et ensuite, tu as toute la vie du client sur Skello, sur le produit en lui-même. Et ensuite, tu fais des segments sur Snowflake directement ? Non, en fait, ce qui est hyper fort, c'est que tu peux pousser tes audiences dans Looker. Donc ça, c'est l'outil de BI. Et après, tu peux dire cette audience, tu l'envoies dans Facebook Ads, tu l'envoies dans Google Ads. Ou tu fais un segment de mailing que tu peux adresser par Intercom, par exemple. Ok. C'est ce que tu appellerais un ETL, Looker ? Looker, c'est un outil de data vise et de BI. Tu fais de l'analyse de données, tu peux la mettre en forme, tu peux l'exporter, tu peux faire plein de choses avec. Sur base de ton requêtage Snowflake. Exactement. Ok, ouais, magnifique. Mais de toute façon, si tu n'as pas la data aujourd'hui et encore plus demain, mais là, moi, mes équipes marketing, particulièrement brand, com, événementiel, où tu n'as pas forcément cette fibre, peut-être par défaut, tu vois, d'analyse et presque technique. Honnêtement, faut que tout le monde se forme là-dessus. Et aujourd'hui, on essaye de faire du partage d'expérience et de se dire ce que je regarde dans Google Analytics, ça peut totalement bénéficier aussi à toute l'équipe. Et ça doit être un cercle en fait hyper vertueux où les découvertes et les avancées de chacun vont nourrir la réflexion globale. Et de plus considérer des actions, de se dire non, mais ça c'est la responsabilité growth, ça c'est de la brand et ça c'est de l'événementiel. Trouver des insights et derrière faire des roadmaps par rapport à ces insights également, quoi. Mais exactement, mais j'ai un exemple, tu vois, on a sorti une étude, en fait, un livre blanc avec un cabinet qui s'appelle BVA. Donc en fait, on a sondé en France toutes les équipes de terrain. On a sorti un super contenu de 40 ou 50 pages qui nous a permis de faire pas mal de relations presse, tu vois, sur ce contenu. Et donc on s'était dit, on sort ce contenu, donc par définition c'est un contenu, donc responsabilité de l'équipe brand. Et il y a eu un petit temps de latence en fait. On a sorti le contenu, il y a eu quelques articles de presse et très vite plus rien. Et après on s'est dit mais c'est pas que de la brand en fait, c'est totalement un sujet global marketing. Et c'est même un sujet de boîte. Tu vois, aujourd'hui, nos commerciaux, alors certaines parties de nos commerciaux, les grands comptes particulièrement, utilisent beaucoup de chiffres qu'on a eu dans l'étude pour mettre en avant aussi les gains de Skello, les gains des outils comme ça. Et en fait, le fait de se dire c'est
un contenu et une action marketing globale qui peut bénéficier à l'acquisition, à la fidélisation, à de l'image, bah, on revient en fait à ce que je te disais tout à l'heure sur ne pas penser des actions trop spécifiques, trop précises, mais de considérer vraiment tout contenu, toute campagne peut être vraiment globale et tu peux la distribuer ensuite, tu peux la découper, tu peux en faire vraiment un plan de communication qui va durer 6 mois. Et là aujourd'hui, on s'en sert encore alors qu'on l'a sorti en septembre 2022. Ouais, totalement. Bah écoute, franchement, je tiens à saluer toute la boîte, toute Skello, mais aussi toi pour le travail, c'est magnifique et j'ai hâte de voir ce que ça donne encore, parce que vous continuez à vous développer fortement. Merci beaucoup pour ces insights, Elliot, et puis je te dis à bientôt. Salut Étienne, Salut. merci beaucoup. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et suivre la chaîne.